RCN. Le son de la différence. Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran. Oui, préparez-vous au combat car on va revenir sur les origines du tout premier film Mortal Kombat, le film sorti en 95 avec notre légendaire Cricri, notre légendaire Christophe Lambert. Il y a que du beau monde, on va quand même parler de comment ce film s'est fait car il y a une très très belle histoire quand même à revenir autour de ce film. Et avec moi j'ai Guillaume. Comment tu vas, Guillaume? Bah ça va bien, Roland, et toi? Ah bah parfait, on a eu une très bonne introduction, donc la bande-annonce française de l'époque. Bande-annonce magnifique qui dit tout, et ça m'a fait rire parce que du coup j'ai repensé aux parodies qu'il y a des inconnus quand ils font les miséroïdes et tout, c'est exactement ça aussi. Donc ça fait beaucoup rigoler, on est vraiment dans l'époque, dans la génération, c'est vraiment bande-annonce des années 90 quoi. Ah mais totalement. Ah bah avec la musique légendaire de The Immortals en fait, donc le morceau de Mortal Kombat, Techno Syndrome, hein, qui on va revenir là-dessus forcément, hein. C'est le syndrome techno, on est dans les années 90. Donc ouais, on va donc revenir sur ce film, sur son histoire, et car il y a beaucoup de choses à dire, et il faut quand même commencer donc quand même. Tout d'abord, pas seulement par le film, mais bien évidemment par le jeu vidéo. Oui. Et le tout premier Mortal Kombat est donc sorti en 92 dans les salles d'arcade. Tout à fait, au début c'était des bandes d'arcade. Alors dans les jeux vidéo de combat, on avait le fameux Street Fighter et Street Fighter 2. Ouais. Et pour contrer... Surtout le 2, hein, parce que le 1 avait pas bien marché d'une certaine manière. Pour la petite histoire, en fait, le tout premier Street Fighter, d'ailleurs déjà qui était assez mauvais, déjà on pouvait pas choisir de personnage, donc il y avait que Ryu, et surtout en fait le tout premier Street Fighter, leur idée en fait chez Capcom c'était de faire une bande d'arcade avec un seul bouton, et en fait fallait jouer sur la force pour donner des coups plus ou moins puissants. Donc le problème ce qui est arrivé, c'est que les bornes d'arcade sont rapidement flinguées, parce que forcément tous les bourrins du coin ont tapé comme des abrutis sur les boutons, et forcément ça a provoqué des problèmes par la suite. Donc après est arrivé le système forcément de 4 boutons, donc point, pied, moyen, fort, ouais. Voilà. Et avec les quarts de cercle pour pouvoir faire des attaques, certaines attaques et tout. Voilà. Et donc du coup pour contrer ça, il y a eu deux personnes, Tobias et Ed Boon, qui ont imaginé un jeu dans lequel on prendrait un peu un jeu photoréaliste avec des personnages qui seraient pris en vidéo, qui feraient des actions, des combats, des attaques. On est sur des tout débuts de motion capture, c'est-à-dire que quand ils ont fait ce développement du jeu, en fait ils ont pris des acteurs, ils leur ont fait faire des mouvements dans leur garage à l'époque, hein, d'ailleurs dans un studio en garage, et ils ont digitalisé donc leur visage, leurs mouvements, et les ont intégrés donc dans ce jeu. Dans le jeu vidéo. Voilà. Et la particularité de ce jeu Mortal Kombat comparé aux autres jeux, c'était son extrême violence, sa brutalité, le fait qu'à chaque fin de jeu, le personnage était un peu comme assommé, et on pouvait faire des finishings où on pouvait les démembrer, des fatalités, couper des têtes, quoi, des fatalities effectivement. Et donc du coup c'est ce qui a donné la célébrité du jeu, quoi, en tout cas, parce que finalement le gameplay du jeu en fait à sa sortie était pas reconnu pour, hein. C'était un jeu assez lent, assez basique d'une certaine manière, assez très très lourd sur les personnages, et donc oui, le jeu est devenu rapidement légendaire, ultra culte. Il a été donc notamment développé et mis en chantier sur toutes les différentes... Ce qui existait, tout. Que ce soit la Super NES, la Mega Drive, même la Game Boy. Game Gear aussi. Je l'avais sur Game Boy, et c'est l'un des pires jeux que j'ai vu de ma vie. Je savais pas si je jouais Sub-Zero ou Scorpion, car il faut quand même le rappeler, c'est que les Game Boy à la base, donc on n'avait qu'un écran cristaux liquides en noir et blanc. Voilà. Donc ouais, Mortal Kombat est un succès monstre. Mortal Kombat devient rapidement donc un jeu culte, et forcément avec les mises en chantier des premières adaptations vidéoludiques que l'on voit dans les débuts des années 90, on a notamment Super Mario Bros qui sort en 92, on a Double Dragon qui sort en 93. Magnifique. On est donc sur une période où Hollywood commence à lorgner sur les jeux vidéo, et pas seulement pour insérer le jeu vidéo dans des films, comme on peut le voir par exemple dans The Last Starfighter, qui sert de procédé de base. Là, c'est vraiment instaurer le monde auquel le jeu vidéo développe pour en faire un film. Donc arrive l'idée de faire de Mortal Kombat. Alors c'est vrai qu'on est dans la grande période des jeux d'arcade, dans la recrudescence absolue des jeux d'arcade, et forcément les jeux d'arcade qui marchaient très très bien à cette époque, c'était les jeux où on pouvait jouer à deux, c'était bien évidemment les jeux de combat. Donc arrive Street Fighter et Mortal Kombat en premier. Street Fighter est développé d'ailleurs juste avant, il sort donc en 94 avec notamment un certain Jean-Claude Van Varenberg alias Jean-Claude Van Damme, et donc New Line acquiert très rapidement
notamment en 94, il acquiert dès le début des années 94 la licence Mortal Kombat pour en faire une adaptation. Et son objectif, c'est vraiment de faire, enfin l'objectif du producteur Lawrence Kasdanov, c'est vraiment de faire un film d'arts martiaux avec des effets spéciaux. Voilà. Il regarde ce qui se fait, il voit que Mortal Kombat est un succès et il dit c'est ça que je veux faire. Pour lui, le truc le plus important à faire, c'était tout départ ne pas chercher les stars. On va prendre des cascadeurs, les meilleurs pour faire les scènes, les séquences de combat, et arrive donc forcément par la suite la production. Alors déjà il faut également aussi un scénariste, donc ça va être Kevin Draney, et en fait il va être notamment soutenu par un jeune réalisateur que l'on connaît tous, notamment pour les adaptations vidéoludiques de Resident Evil, bien sûr. Ce bon vieux Paul W.S. Anderson, qui n'avait alors à la base que 29 ans. Il avait fait vraiment très peu de films, je crois. Il a fait qu'un seul film voilà, avant. C'est ça. Il était vraiment très peu connu. Lui avait envie aussi, il a cette envie de rentrer dans lui, il est anglais, il est britannique. Oui. Il a envie de rentrer dans ce star system un peu américain. Il va aux États-Unis. Il cherche un moyen d'entrer. Et il connaît. L'avantage, c'est qu'il connaît Mortal Kombat. Il a déjà joué au Bourne, il aime beaucoup le jeu. Et il se dit, quand même, il n'y aurait pas moyen d'entrer par cette porte-là. Il cherche et tout. Et il apprend que Mortal Kombat va se tourner. Enfin, en tout cas, que New Line vient d'acquérir les droits. Et donc, du coup, il joue le tout pour le tout. Il y va et il fait écoutez, ça tombe bien parce que moi, je suis incollable dans Mortal Kombat. Et en plus, je sais tout faire. Donc, voilà. Prenez-moi. Oui, donc en fait, il a un peu joué Serge le Mito en fait, devant les producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a demandé donc, s'il connaissait les effets spéciaux, s'il maîtrisait les effets spéciaux. Il a dit oui à tout. Et bien évidemment, ce n'était pas le cas car son tout premier film, donc Shopping, en 94, on est plus sur un film dramatique, notamment qui a lancé la carrière d'un certain Jude Law. Donc c'est vrai que Paul W.S. Anderson arrive un peu de nulle part d'une certaine manière et donc se présente au producteur Kasdanov et arrive à avoir sa place de réalisateur. Donc il va coécrire le scénario, il va le développer. Bon, ça sera surtout Kevin Draney qui va le développer. Bon, après il faut quand même le dire, le scénario, on est vraiment sur un truc très basique car l'univers de Mortal Kombat c'est un scénario qui tient sur un timbre-poste. Ouais, c'est vraiment très basique, hein. C'est une histoire de différents univers. Pour pouvoir garder l'univers de la Terre, il faut faire des combats. Enfin, des dieux ont imaginé qu'il fallait faire des combats. Il se trouve que l'empereur qui veut envahir la Terre, ça fait le 9e combat qui gagne et c'est le 10e combat. C'est au bout du 10e qui pourra envahir la Terre. Et il se trouve que dans le film, c'est le 10e, on en arrive au 10e Mortal Kombat. C'est vraiment très très basique, très simpliste comme histoire. Mais pour le coup, c'est vraiment l'histoire du jeu vidéo et exactement pareil, quoi. C'est vraiment ça. C'est exactement ça, oui. En plus, surtout que donc Paul W.S. Anderson, en fait, forcément, va essayer de tourner autour de ça. Le budget va être alloué à 24 millions. On est à peu près sur du 20-24 millions, en fait. Et donc, c'est là aussi, forcément, arrive la recherche de casting. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup donc, de monde utilisé, notamment donc, dans le cinéma d'action. Robin Shou, notamment, donc, c'est un acteur hongkongais. Il est habitué dans l'action. Il a déjà, notamment, côtoyé Andy Lau, Donnie Yen. Donc, on est sur quelqu'un aussi qui a une certaine expérience, hein. Il a commencé dans les années 80. Il a même joué une fois aux USA, notamment dans un certain Échec est mort avec Steven Seagal. Mais c'est vrai qu'en fait on voit d'autres adeptes. François Petit, donc qui va camper Sub-Zero, c'est un grand spécialiste en karatéka en France. Trevor Goddard, celui qui joue Kano, donc c'était un boxeur émérite anglais. On retrouve aussi Chris Casamassa, donc qui joue Scorpion, qui est un spécialiste en effets spéciaux, en arts martiaux, pardon. Donc oui, en fait, tout était fait déjà pour qu'on ait un maximum en fait de combattants crédibles. Après arrive forcément le casting, car il faut quand même des têtes par-dessus. Oui. Et c'est vrai que là, on voit déjà, en fait, il y a eu plusieurs noms circulés et forcément c'était pas ceux espérés dès le départ, on va dire ça comme ça. Mais c'est assez magique de se dire, quand tu entends les noms qui ont été pressentis pour faire le film, de dire t'aurais pu avoir un film qui est assez fou. Par exemple, pour le rôle de Sonya Blade, à la base, c'était Cameron Diaz qui avait été choisi. Il se trouve que Paul W. Anderson avait vu Mask, il avait adoré Cameron Diaz dedans, et il lui propose,
tout avait été fait pour qu'elle puisse jouer dedans. Elle fait les premiers échauffements, les premiers entraînements. Elle se blesse. C'est fini. On fin est de obligé tournage, changer. merci, au revoir. Du coup, tu dis, ah ouais, d'accord. Bon, après, ils ont pris, je me trompe à chaque fois dans le prénom. Brigitte Wilson. Ouais, Brigitte Wilson, qui est la fille de Schwarzenegger. Ça. Oui, dans la course aux jouets. Dans la Station Hero, pardon, pas la course aux jouets, la Station Hero. Et qui a fait, souviens-toi, l'été dernier, si je dis pas de bêtises aussi, qui est habituée des films un peu d'horreur, en tout cas les films grand public. Donc du coup, elle a été sélectionnée à la place pour jouer Johnny Cage. Et donc il se trouve que forcément, ça devait être Jean-Claude Van Damme, puisque c'est le personnage qui a été très inspiré. Bah oui, il se trouve que les créateurs de Mortal Kombat adoraient. Ils voulaient faire Bloodsport. Voilà, c'est ça. Parce que quand on voit en fait Mortal Kombat, quand on voit un peu ce qu'ils voulaient faire avec Mortal Kombat, forcément. Il y a des similitudes, des inspirations déjà issues du cinéma. On a notamment La Fureur du Dragon. Si vous voyez un petit peu La Fureur du Dragon, notamment il y a cette histoire de tournoi, de mise en place. Le méchant dans l'histoire de La Fureur du Dragon, il a cette espèce de trône qui est devant, on va dire, cette espèce de ring, à même le sol. C'est très similaire à ce que l'on peut voir dans le film avec Shang Tsung. Dans Bloodsport, forcément, on voit beaucoup de similitudes. Le coup spécial de Johnny Cage, le fameux grand écart, coup de poing dans les couilles, disons-le comme ça, c'est ce que l'on voit dans Bloodsport. Donc oui. Ça va même jusque dans le jeu vidéo. En tout cas, il a exact. Johnny Cage a vraiment le même short que Jean-Claude Van Damme. Donc ça devait être. Pour eux, c'était lui. Et donc, du coup, naturellement, la proposition a été faite à Jean-Claude Van Damme. Mais il a refusé car il allait faire Street Fighter. Donc, il n'a pas pu. Donc, il allait vraiment se lancer juste avant, en plus, dans le tournage de Street Fighter. Après, ils se sont tournés vers un autre acteur, qui était Brandon Lee. Sauf que Brandon Lee, comment dire, il est mort sur le tournage de The Crow. Un pistolet qui a refusé le rôle, du coup. Voilà, c'est le pistolet qui a refusé le rôle. Et en fait, donc, seul Christophe Lambert, comme acteur populaire, en fait, va accepter le rôle, celui de Raiden. Et Raiden avait déjà été proposé, je sais pas s'il l'avait vraiment proposé, mais c'était Sean Connery qui était dans les plans. Qui devait être, ils avaient en idée de faire jouer Sean Connery, normal, dieu de la foudre, Highlander, donc forcément, il pense à lui. Sauf que lui, il ne peut pas jouer à ce moment-là. Donc ils se rabattent sur un autre, ils se disent attends, il y avait un autre gars qui jouait dans Highlander, comment il s'appelle? Christophe Lambert, et hop, on va aller voir Christophe Lambert pour lui proposer le rôle de Raiden. C'est magnifique. C'est assez exceptionnel. Je sais qu'à un moment, pendant un moment, alors ça c'est plus dans des caméos, mais même carrément dans des caméos, à un moment dans le film, il y a un réalisateur, l'arrivée de Johnny Cage, il y a un réalisateur. Il se trouvait que ce réalisateur, c'est un gars random, mais ça devait être normalement Steven Spielberg, parce que Steven Spielberg est un fan de jeux vidéo et il adore Mortal Kombat. Il devait faire un caméo dans si tu regardes bien, l'acteur ressemble beaucoup à Steven Spielberg. Ouais, carrément. Parce que je suis désolé, mais un mec avec des lunettes et grisonnant, avec une longue barbe, enfin avec une barbe assez prononcée, c'est un peu le Steven Spielberg des années 90. Mais oui, donc le casting est fait, le tournage donc il est mis en place de août 94 à décembre 94, et notamment beaucoup de lieux de tournage ont été faits en extérieur. On retrouve notamment tout ce que l'on voit dans l'histoire donc à travers l'île de Chensung. C'est un lieu isolé en Thaïlande en fait. On est notamment dans les coins en fait de la province de Krabi, l'île de Krabi, vers Railay Beach en fait. Donc avec des lieux où il y a beaucoup on va dire de vieux trônes, enfin de vieux bâtiments en fait, des vieilles constructions, voilà, tout proche de la mer en plus, donc c'était quelque chose que l'équipe de tournage a absolument voulu trouver et donner comme point de départ en fait à ce tournoi. Alors c'est vrai que d'ailleurs pour la petite histoire, les lieux étaient si éloignés en fait qu'ils n'étaient accessibles que par bateau, donc c'était très compliqué pour les lieux de tournage. Donc en fait ils partaient le matin et ils retournaient que le soir quoi. Donc il y avait beaucoup de logistique mise en place là-dessus. Et sinon forcément tous les décors en intérieur ont été faits à Santa Monica en Californie. Et d'ailleurs pour la petite histoire, donc Raiden, le personnage campé par Christophe Lambert normalement, qui en plus a eu un salaire mirobolant, en fait, devait ne tourner qu'en studio à Santa Monica, et s'est rendu compte qu'en fait, non, mais pour la cohésion de l'équipe, pour se mettre bien avec tout le monde, il y ait moyen que je puisse aussi également être utilisé donc en Thaïlande. Donc il est parti en Thaïlande avec son propre billet, hein. Donc en même temps il avait un gros salaire, donc il s'en foutait un petit peu, et il aurait même payé donc la petite fête de fin de tournage quoi. Mais tu sens de toute façon qu'il y a une bonne ambiance. Très très bonne ambiance durant le tournage en fait. En fait c'est vrai qu'il n'y a pas eu on va dire
Alors c'est vrai que ça c'est un des gros points positifs envers Christophe Lambert. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Christophe Lambert qui a fait beaucoup de bouse, on critique beaucoup sur le fait il explique que ah ouais mais quand je suis arrivé sur le tournage en fait le budget était beaucoup moindre. C'est vrai que bon ça c'était très habituel dans les années 90 d'une certaine manière, mais c'est quelqu'un qui assume de bout en bout ses projets. Il se donne à fond dans le projet qu'il va faire. Et c'est vrai que dans ce tournage, en fait, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus, donc en fait, il n'y avait pas on va dire, de prima donna, de diva qui a fait les siennes. Tous les acteurs ont fait leur propre cascade. Donc bon, Robin Shou était quelqu'un de très spécialisé, il a même aidé dans les chorégraphies lors des reshoots. Donc c'est vrai qu'en fait, tout est fait en fait pour qu'il y avait, on va dire, que le projet avance bien, que le tournage se passe de façon excellente. Et finalement, c'est vrai que c'est un film où d'ailleurs les acteurs se sont toujours retrouvés par la suite pour se souvenir des bons moments passés devant. Malgré, alors on en reparlera après, mais malgré le changement qu'il y a pu avoir après entre ce qu'il y a eu un autre film qui a été fait et entre le changement qu'il y a pu avoir. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand on voit les interviews, que ce soit de Robin Shou ou de celui qui fait Johnny Cage, pardon, excusez-moi pour le prénom, de Lyndon Ashby, à chaque fois on voit qu'il y a une vraie complicité entre eux, et même avec Paul W. Anderson, où tu vois qu'il y a une vraie amitié qui s'est créée. Et où c'est pas fin, et ça se ressent dans le film en fait. Parce que le film a beau être ce qu'il est, t'as vraiment une sympathie pour ces personnages et tu ressens vraiment quelque chose entre eux et tout. T'as envie d'être leur pote, t'as pas envie de faire le Mortal Kombat avec eux, mais t'as envie d'être leur copain quoi. Eh bien parlons du film, c'est parti. Donc l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est de Liu Kang, celle de Liu Kang, donc campé par Robin Shou, qui cherche à se venger son frère tué par le sorcier Shang Tsung, donc incarné magnifiquement par Kariyuki Tagawa. Et c'est vrai que donc ce dernier est l'organisateur d'un tournoi, le tournoi Mortal Kombat, le tournoi qui va donc jouer sur le sort de la Terre. Et donc 3 personnes sont sélectionnées par Raiden parmi tous ceux qui sont campés pour le tournoi pour représenter la Terre. Donc on retrouve Johnny Cage, Sonya Blade et ce bon vieux Liu Kang pour gagner ce tournoi, car si c'est le 10e, la Terre tombe. La Terre sera détruite puisque l'empereur Shao Kahn veut contrôler la Terre. Et on n'en parle pas de Shao Kahn, on dit juste l'empereur. On dit juste l'empereur, c'est juste dans le 2e où on commence à parler de lui, mais sinon on dit juste l'empereur, effectivement. Non, parce que oui, alors on le voit à la fin, parce que c'est vrai que c'est assez drôle, quand on le revoit en 2024, ce film, on se dit... Ah ouais, quand même, c'est ultra putassier cette façon de terminer le film, et tu te dis ah, je comprends en fait d'où viennent les conneries de Marvel maintenant, d'une certaine manière, la façon dont on joue sur le teasing à mort. Ah bah là, à la fin du premier, il est absolument magnifique. C'est assez fou, avec ces effets visuels qui sont magnifiques et qui maintenant nous font rire, mais je pense à l'époque ça devait être, enfin je pense que même à l'époque on devait quand même rigoler un peu, se dire ouais non quand même c'est un peu abusé, mais c'est effectivement... surtout le travail sur Reptile quand même a pris un sacré coup sur la gueule, c'est dur, mais après on est en 95, on est vraiment dans les balbutiements des SFX, il faut quand même le souligner. Mais c'est vrai que c'est fou, ils essayent de tout faire en tout cas pour que les choses soient belles, puisqu'ils font appel justement pour les effets spéciaux, ils font appel à la réalisatrice des effets spéciaux qui a été fait pour Terminator 2. Oui. Donc ils font pas appel à n'importe qui quoi, ils font vraiment ils veulent faire un beau travail quoi. Et tu le sens tout au long tu sens qu'il y a une volonté de faire un beau travail, que ça soit au niveau visuel, que ça soit au niveau même de l'histoire et du truc de bon, on veut plaire au grand public et en même temps, on veut plaire aussi aux fans hardcore du jeu vidéo, et on veut montrer que bon, on veut pas faire non plus un truc parce que c'est un jeu vidéo, un truc un peu radépaillé. On veut essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Oui, mais je tiens quand même à signaler donc qu'il y a peut-être les représentants de Terminator 2 derrière, mais ce n'est pas le même budget non plus, parce que Terminator 2, rien que pour les budgets alloués aux effets spéciaux, c'est plus du double du budget total de Mortal Kombat. Alors oui, c'est bien que tu parles que c'est vrai que en fait Paul W. Anderson en fait fait tout pour respecter l'œuvre de base. Il faut quand même souligner qu'avant donc on a eu Super Mario Bros, on a eu Double Dragon qui a pris beaucoup de liberté, hein, disons. Mais là l'histoire ils en avaient rien à caguer quoi. Ça respecte d'une certaine manière l'œuvre de base. On retrouve ces persos bizarres, on retrouve une histoire décousue, les décors en fait sont assez criants, sont très voyants, le rythme est complètement frénétique. En fait tout est fait pour faire une œuvre d'une certaine manière kitsch, mais
c'est impliqué respectable, Ouais, respectable et surtout attachant. C'est surtout très drôle parce que quand on voit ce film, quand on va dire, si on se met dans la tête de quelqu'un qui ne connaît pas le monde du jeu vidéo et compagnie, qui voit ce film, il se dit, ouah, la suspension d'incrédulité, elle est quand même très hardcore, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on voit tous les mecs sortir leurs effets spéciaux et il n'y a aucune explication là-dessus. C'est-à-dire, suspension d'incrédulité, on s'en fout, elle est là, voilà, hein, t'as compris, c'est un monde fantastique, on a la Terre, mais en fait, pouf, on est dans un monde outre-monde et en fait, la bataille se fait là-bas, quoi. Ah oui, même dans les explications qui sont données aux héros dans l'histoire, il y a des fois, à un moment, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mais ils acceptent. Tu dis, Voilà. bon, bah ok, d'accord, allez, on accepte avec eux. Parce que aussi le film est bourré de punchline en fait, et de haut calibre, hein. Rien que le personnage de Johnny Cage, en fait, il est un peu fait pour être le bouffon de base, hein. Par exemple, même Liu Kang qui lui sort, par exemple, on dirait que la star a fait une touche, ou encore même, et c'est là que tu tombes, et là, le méchant, il tombe. Ou alors quand il dit cette paire de lunettes m'a coûté $250, connard. Ce truc-là et tout. Ou alors même le moment où, alors c'est vraiment, ça date d'une époque où il parle de Sonya Blade. Fait, je l'aime bien parce qu'elle réfléchit avec ça, elle réfléchit avec sa tête et que Liu Kang lui dit, et toi c'est pas avec ça, c'est pas sa tête que tu penses. Alors on est dans la beaufrie ultime, oui, hein, ce film, et surtout la VF va appuyer là-dessus. Va y aller, mais en même temps. C'est cohérent, je trouve, c'est cohérent avec le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo en lui-même, quand tu vois les habits des personnages féminins dedans, non, mais c'est vraiment beau. Ce qui est assez incroyable avec le film, c'est qu'en fait, le film te montre par exemple le personnage de Sonya Blade comme personnage de très badass, qui est vraiment à la recherche du tueur de son ancien coéquipier et compagnie. Et à côté de cela, en fait, à un moment donné, le film fait bon, faut quand même qu'on soit un petit peu plus misogyne. Donc en fait, elle se fait capturer par Chen Sung, et puis elle va se faire sauver par le héros parce que bon, faut quand même pas les déconner, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce côté où on développe un peu le truc, mais bon, faut quand même qu'on avance l'histoire et on sait pas quoi faire d'elle. Donc c'est comme le personnage de Raiden, il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Parce qu'on s'est dit, il y a le combat final. Non, je suis désolé les gars. Je peux pas y aller. C'est à vous de le faire. Pour moi, c'est à vous de le faire. Des choses qui sont pas logiques, et tu dis bon bah ils sont obligés de le mettre parce qu'ils sont obligés de justifier qu'il y a quand même Christophe Lambert qui est dans le truc. Ils essayent de le mettre de temps en temps, mais en même temps ils peuvent pas le mettre trop non plus. Et ça c'est génial. Des fois il y a des enchaînements de combats, donc on sait même pas en fait à quel moment le tournoi se débloque. Oui. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir un combat de Liu Kang, après il y a Sonya Blade, après il y a donc Johnny Cage qui affronte Scorpion, et après on retrouve Liu Kang, et encore Liu Kang. Bon, bah peut-être qu'il a gagné des combats en plus. Je pense qu'en fait il avait un malus dès le départ. En fait, il a dû en faire 2 de plus, tu vois. C'est parce que son frère s'est fait tuer. C'est pour ça, voilà, tu vois, il part avec un. C'est Chen Sung, il avait truqué le truc dès le départ, en fait. Mais surtout qu'en plus, même les règles qui sont données dans le tournoi sont tout de suite explosées quand il dit. Et finalement, je veux battre contre lui, Johnny Cage. À un moment, il dit je veux me battre contre Goro. Bon, ok, d'accord, mais moi après, je choisis qui je veux battre en finale. Oui, c'est ça. Bon, bah très bien. Donc, quoi, c'est un système de points en fait. Du coup, il y a vraiment... J'ai battu Goro, j'ai +3, c'est ça ou non, on sait pas. Mais, oui, surtout qu'en plus, à un moment, quand il y a justement ce fameux Goro qui se bat avec d'autres personnes, on voit qu'il y a une centaine, enfin, il y a l'air d'avoir une dizaine, voire une centaine d'autres combattants, donc on se doute qu'il doit y avoir d'autres trucs. Mais c'est pas. En fait, il va pas s'intéresser à ça, il va s'intéresser qu'à ces 3 personnages principaux, quoi. Et après, le reste, c'est pas grave. C'est vraiment bon. Voilà, c'est ça. Mais parlons un petit peu de Goro d'ailleurs, parce que c'est vrai que Goro, en fait, ça a été un peu un gros sujet du film, surtout pour comment dire, c'était très compliqué de travailler le personnage de Goro. Donc on est sur un espèce de monstre de 3 mètres de haut avec 4 bras. Donc voilà, mais en fait donc il y avait un technicien en dessous qui faisait notamment les jambes et un peu les bras du dessous, et en fait au-dessus on avait vraiment toute une composition donc d'animatronique qui permettait en fait de développer un peu plus le monstre, et notamment les expressions faciales, comme quoi ça marchait très très bien à l'époque. Je l'ai revu, ça marche, c'est assez surprenant la façon, en fait c'est là où on se dit en fait Paul W.S. Anderson, c'est pas non plus un très mauvais réal. Il a des idées de fulgurance assez incroyables, mais c'est par exemple, je trouve incroyable, il y a une séquence qui m'a sauté aux yeux, où en fait donc il y a le combat donc entre Goro et donc Johnny Cage. Johnny Cage tombe dans cette espèce de, enfin il le fait tomber du haut d'une estrade et il tombe sur des ossements humains. Là,
Paul Anderson se dit tiens, je vais faire un transtrav, donc c'est-à-dire un transtrav, c'est un travelling en fait avancé en arrière, donc en fait il y a comme une espèce de développement en fait d'arrière-plan qui est poussé un peu comme de façon vertigineuse. C'est ce qu'utilisait notamment Hitchcock et d'autres réals par la suite quand on joue sur la sensation d'un personnage. Donc ce plan, c'est un travail de technique qui est vraiment bien fichu quoi. Et par la suite, on voit tout de suite Scorpion faire 2-3 backflips pour rien et après arrive le combat quoi. Donc en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où le réal se dit je vais essayer de faire un truc assez stylé et après il y a la menace. Ah bah après, voilà comme. Mais même au niveau de la technique des combats et tout, les combats qui sont proposés, tu sens qu'il y a une vraie volonté de montrer des beaux combats. Bah, on sent qu'ils ont pris quelqu'un à la chorégraphie derrière. Voilà, on sent qu'il y a vraiment un travail très stylisé. Comme je l'ai dit, hein, ils ont pas pris. C'est pas pour rien qu'ils ont pris notamment François Petit pour Sub-Zero, qu'ils ont pris Casamassa pour Scorpion ou encore Trevor Goddard pour Kano d'une certaine manière. Ils ont pris vraiment des mecs qui sont très établis dans leur style. Et vraiment pour développer ces personnages et aussi travailler la chorégraphie derrière quoi. Ouais, mais tu le sens de toute façon, hein. C'est vrai que tu parlais du combat entre Scorpion et Johnny Cage ou entre Liu Kang et Sub-Zero à un moment avec dehors qui se termine parce qu'il faut aller vite, il faut que ça aille vite. Donc des fois c'est très con, mais les scènes de combat en eux-mêmes sont très bien réalisées, sont très bien filmées, c'est intéressant quoi. Et en plus ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est eux-mêmes qui font leur cascade quoi. Oui. Donc ça rajoute encore du truc, ça rajoute encore de la magie, un peu de la magie qui te lance dans les yeux. Et puis à côté t'as des trucs où ça devient hyper difficile. Tu parlais de Goro. Puis après pouf, il y a un plan éloigné où en fait Goro et Johnny Cage sont sur leur combat de fin, ils sont près d'une estrade. Et là, il y a un plan super éloigné où on voit les deux se bouger un peu en Windows XP 95, où Goro fait un espèce de flip avant et il tombe par terre et on se dit c'est compliqué quoi, c'est dur. Tu vois que les pas sont lourds, que ça soit même, je prends ça un combat avec celle qui fait Kitana qui normalement est mannequin et qui a Talisa joué Soto, voilà, et qui a joué dans James Bond aussi, qui a fait un James Bond, oui. Et tu vois que t'as ce combat là et t'as eu juste avant, je crois, le combat entre Scorpion et Johnny Cage qui était plutôt rythmé. Et là t'as un combat qui est très lent, qui est plus de la danse qu'autre chose. Parce qu'en fait, il y a presque un côté où en fait, non mais faut qu'on mette en place l'intrigue, faut qu'elle lui explique. Pour faire confiance, des indices et tout. Non mais il faut que tu penses au truc qui donne la vie. Et là, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Et en fait, c'est une espèce de prémisse de réminiscence qui va arriver pour Liu Kang quand il va affronter Sub-Zero. Ah bah oui, l'eau, faut que j'utilise l'eau. Et il balance un saut sur Sub-Zero pendant qu'il fait son truc de glace pour qu'il se fasse empaler. Voilà. C'est ça qui est magnifique. Qui en plus saut. Et après, il n'y a plus aucune utilité. Non. C'est ça qui est génial. Et elle la revoit après, il fait c'est bon, t'as enfin compris. Compris quoi? Je ne comprends pas ce qu'il fallait lui faire comprendre. Attends, donc en fait, il fallait qu'il affronte Sub-Zero après. Tu t'es dit, non, faut qu'il fasse ça. En fait, il n'y a aucune explication. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas d'explication. C'est random. C'est vas-y, on te lance dans le truc et tout, et vas-y. Et tu parlais de Goro tout à l'heure, effectivement, quand on regarde les interviews justement de Robin Shaw, où il dit que un des moments les plus... donc comme on disait tout à l'heure, entre eux, ça se passait super bien. Les moments les plus difficiles ont été les moments avec Goro, où c'est vraiment, ça prenait du temps, ils ont eu plusieurs problèmes de difficultés au niveau du tournage et tout, et où c'était vraiment les passages les plus difficiles au final. Mais après, c'est vrai que techniquement, quand tu vois que ça fonctionne bien. C'est ça qui est très bien avec le film, c'est qu'ils n'ont pas rajouté d'effets spéciaux là-dessus. On est vraiment sur des SFX à l'ancienne, c'est de l'animatronique. On n'est pas sur quelque chose qui est très très mal vieilli, comme avec Reptile par exemple. Oui, voilà. Ça pique les yeux quoi. Mais oui, donc c'est vrai que on est sur quand même un premier film d'action de la part de Paul W. Anderson, pardon. Il voulait vraiment et croyait tellement au projet qu'en fait forcément il a fait croire qu'il maîtrisait le sujet et tout. Donc il s'est tapé toutes les contraintes techniques, il s'est tapé tous les soucis que l'on peut retrouver d'habituel dans les séquences d'action, mais c'est quand même incroyable la façon dont le film a tenu bout jusqu'au moindre détail finalement, parce qu'on est sur un tournage donc qui a duré de août à décembre. C'est pas grand chose quand on y pense, hein. On n'est pas sur un film qui a eu énormément de soucis là-dessus, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait avec tout ce qu'il a réussi à incorporer dans ce film, c'est-à-dire on est sur une histoire terriblement conne, on est sur des personnages qui sont absolument caricaturaux, en fait
on arrive sur un film qui se rapproche en fait du nanar. On est sur un film très attachant qui a des défauts monstrueux, Carrément. mais c'est une œuvre en fait qui ne se prend pas au sérieux d'une certaine manière, qui n'hésite pas sur un humour potache. Alors forcément, on est sur les années 90, donc Black Beauf, misogynerie et compagnie, mais en plus, c'est ça qui est incroyable, c'est que on a des détails en plus aussi qui vont dans ce sens-là. Déjà de 1, la BO, la bande originale du film est quand même absolument incroyable. On est donc sur du techno 95 absolu, mixé avec forcément de la musique industrielle qui était très en vogue à l'époque et qui correspond un peu à cet imaginaire, un peu ce stylistique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça c'est très représentatif dans les années 90, dans le milieu des années 90, où donc la séquence d'introduction de Sonya Blade, quand elle veut arrêter Kano, elle va où? Elle va dans une espèce de boîte de nuit underground. Évidemment. Ça va totalement dans le sens avec l'ambiance musicale du film, quoi. Et à cela de ça, il faut rajouter donc forcément la VF qui aide grandement à ce style-là. Pas seulement forcément Christophe Lambert et son rire légendaire, non, justement, mais aussi même si par ça exemple contribue, à certains doubleurs, notamment je pense à Jean-Philippe Puy-Martin qui double donc Johnny Cage, Layden Ashby, qui était habitué à la base de doubler Tom Cruise. Tom Cruise et qui fait aussi Woody qui fait Tom Hanks aussi. Tom Hanks. Voilà, ouais. Et il y a lui, il y a aussi, on parlait de Goro qui est doublé par Benoît Alman. Oui. Benoît Alman qui a l'habitude de faire Morgan Freeman, quoi. Et donc tu te dis, il y a des voix comme ça qui sont là et qui participent. Je pense que c'est aussi ça, le fait qu'il y a eu les succès qui ont eu, qui ont eu dans les années 90. Qui fait aussi la voix de Frosties. Excusez-moi. Fallait que je le sorte. Voilà. Oui, il fait Frosties. Le tigre est en toi. Voilà, c'est lui. Mais je pense que ce qui fait aussi le succès de ces films des années 90, c'est que la VF était très bonne. Et que peu importe le film qu'il y avait, on avait des VF on qui étaient quand même surtout Quartier Blanche. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment carte blanche pour ce genre de choses, quoi, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous a aussi retenu. Mais comme tu disais aussi, même la musique, il y a 3 choses que tu retiens de Mortal Kombat. Le rire de Christophe Lambert, qui est magistral. Il y a toujours une scène où, alors j'ai fait beaucoup de recherches pour le film et j'ai toujours pas la réponse en fait là-dessus. C'est donc en fait on a toute cette séquence explicative donc de Raiden, pourquoi ils sont sur ce bateau, pourquoi ils vont faire ce tournoi, machin et compagnie, et il lui explique donc en fait à la fin il dit le sort de l'humanité est entre vos mains et il lâche un rire, il fait et après il fait un pardon. Et j'ai toujours, en fait je me suis demandé, est-ce que le pardon était écrit dans le scénario de base, est-ce que le pardon en fait c'est juste parce qu'en fait Christophe Lambert s'est dit ah merde j'ai rigolé un peu trop. En fait il faut le savoir, Christophe Lambert improvisait beaucoup durant le tournage. Donc en fait, Paul W. Anderson lui a donné beaucoup de quartiers libres et donc en fait, il a sorti un peu comme ça et ils l'ont gardé et je trouve ça magnifique. Mais c'est magnifique et c'est un peu ce que tu retiens. Enfin, tu retiens aussi beaucoup le rire de Christophe Lambert dedans. Et la musique, tu parlais de la musique. Oui. Le thème de Mortal Kombat, je pense que même si t'as pas vu le film, tu te retiens. C'est un thème qui reste dans ta tête et que tu te rappelles depuis tout petit. Enfin, il y a des choses qui font que ce film devient un peu, comme tu dis, un nanar, mais un nanar assez iconique qui nous reste en tête, quoi. Non, puis c'est incroyable parce qu'en fait, je trouve que ce film, en fait, il représente un peu Paul W. Anderson à l'époque. Il a 29 ans, il est jeune, il est totalement insouciant. C'est un film qui reflète un peu toute cette période et toute cette époque-là aussi d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire que oui, on fait une adaptation d'un jeu vidéo, on est dans les débuts de faire des genres d'adaptations vidéoludiques, on se prend pas au sérieux, on s'en fout, quoi, on y va, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que New Line, en fait, a laissé carte blanche, qui leur dit allez-y, on vous fait confiance. Mais parce qu'à l'époque, voilà, c'était un projet de 24 millions, c'était quand même pas trop mal à l'époque, mais ça donnait quand même. On n'était pas sur un méga gros blockbuster, c'est-à-dire qu'en fait on était sur un projet qui s'apparentait à, on va dire, 2 fois plus qu'un budget de film d'horreur, mais on pouvait faire autant ce qu'on voulait en fait à l'époque-là. Et voilà, c'est ce qui est arrivé en fait avec ce projet Mortal Kombat, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait finalement ce film-là, qu'on le retient ou qu'on le retient pas, en fait il a été marquant pour beaucoup de gens. Ah bah ouais, carrément. Et ce qui est drôle, c'est que du coup ça a aussi un peu marqué la carrière de Paul W. Anderson dans le cadre où premier finalement film aux États-Unis. Et puis après, il a des films autour des jeux vidéo. Il en a fait des floppés, quoi. Les Resident Evil, Monster Hunter, les 3 mousquetaires. Bon, les mousquetaires, c'est pas un jeu vidéo, mais quoique. on sait pas, franchement. Alors, on retrouve quand même. C'est marrant en rematant. Mortal Kombat, en fait, je retrouve certaines similitudes, certains tics de réalisation qu'on retrouve après dans ses précédents films.
surtout voilà, le Resident Evil, en fait, notamment à partir de Afterlife, où en fait il se rend compte que j'ai incorporé la 3D dans mes films, donc je suis obligé d'arrêter la caméra à l'épaule, donc je ressors mes ralentis putassiers, et il en fait aussi dans Mortal Kombat, il en fait pas mal quand même, il faut quand même le souligner, hein. Donc c'est vrai qu'en fait c'est marrant parce que finalement ça a été un peu le terreau de tout ce qu'il va faire par la suite, mais d'ailleurs par la suite, tout de suite après Mortal Kombat, il va faire un film qui va beaucoup marquer, on va dire, de manière culte, et qui est quand même assez méconnu de sa filmographie, c'est Event Horizon, qui est quand même un film absolument incroyable, je trouve, qui est le meilleur de sa filmographie. Donc on est sur un espèce de film de science-fiction très Lovecraftien, donc c'est un projet très... alors tu l'as peut-être pas vu? Non, je l'ai pas vu. Eh ben je te le conseille, avec Sam Neill et Laurence Fishburne notamment d'ailleurs. Donc voilà. Alors on va donc revenir un peu plus sur l'après Mortal Kombat, parce que c'est vrai qu'en fait donc ce film, il faut quand même le dire, donc il est sorti en salle. Alors il a été moyennement reçu par la critique aux États-Unis. En France, c'est un peu plus compliqué, il a eu un avis défavorable, mais contrairement à la presse, le film a cartonné auprès du public. Le film a rapporté notamment plus de 120 millions à travers le monde pour un budget de 24. Gros succès critique, gros succès public. Ouais. Du film en France. Ouais. Et donc en fait Paul W.S. Anderson a réussi son entrée finalement à Hollywood d'une certaine manière par ce petit projet, quoi. Ah oui. Il est rentré par la petite porte, mais il a réussi à rentrer. Ouais. Mais en même temps, je pense que le fait qu'il était très sincère, je pense que c'est ce qui a fonctionné, ce dont on a parlé tout à l'heure. La sincérité du projet. Le fait que c'est et puis c'est vraiment ancré dans les années 90. Il y a ce truc, cette patte des années 90 où, mine de rien, début des années 90, t'as aussi l'arrivée des films asiatiques et l'arrivée des films où il y a de l'art martial. L'arrivée de Jackie Chan aux États-Unis aussi, d'une certaine manière. Oui. Donc, je pense qu'il y a ça qui fonctionne. Le fait que ils veulent mélanger un peu humour, action, quelque chose qui puisse être vu par le tout public aussi, même si c'est censé être très violent. Mortal Kombat, ils ont réussi à... Tout en essayant de respecter l'œuvre de base, parce que finalement ça a été les erreurs donc, des deux premiers films qu'on parlait, donc, notamment de Super Mario Bros, qui a cette espèce de design à la Blade Runner, alors que bon, hein, voilà, pas besoin d'en parler, pas besoin d'en dire plus. Non, je trouve que c'est assez ressemblant. C'est très ressemblant, regardez le Goomba là, ou encore même Double Dragon, hein, qui est un espèce de film post-apo, alors que Double Dragon n'est absolument pas dans cette histoire-là, quoi. Ou même Street Fighter, ce qui fait le port, parce que pendant longtemps, ils ont eu aussi la comparaison entre le film Street Fighter et le film Mortal Kombat. Mais là c'est l'ONU qui pète la gueule. On vient à ton cul est à crédit. Je viens le saisir. Ok, mais parce que t'as aussi ce même genre d'humour, t'as ces phases de combat, mais je trouve qu'il y a moins de sincérité et d'amour du jeu entre guillemets, même si c'est malade, ça peut être maladroit, mais tu retrouves vraiment des trucs, des attaques du jeu vidéo. Oui, ils les ont insérés dans le film, ça marche. Et c'est pas c'est pas amené de nul, enfin ça devient crédible dans l'histoire qui se raconte. Et du coup tu dis il y a vraiment, je pense que ça a joué aussi le fait que on te prend pas pour un imbécile, quoi. On te dit ouais, ok, d'accord. Et c'est vrai que contrairement par exemple, on peut le dire par rapport à un Street Fighter où en fait ils se sont dit tiens, on va mettre tous les personnages dans le film, c'est ça. Et donc en fait il y a plus assez dans le casting, et du coup tiens, on va mettre Charlie et Blanca, on va le fusionner, ça va être Charlie Blanca. Tiens, Dalsim on le met on va dire que c'est le docteur, prisonnier de Bison, enfin voilà. Alors que c'est vrai que le premier Mortal Kombat en fait n'a pas beaucoup de personnages. La première borne d'arcade en fait on a à peine 5-6 il me semble, donc on a Sonya, Johnny Cage, Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Goro, Chen Sung, c'est des personnages qui ne sont pas jouables, mais qui étaient les boss. Donc ouais, en fait voilà, il y en avait très peu. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans le film on voit beaucoup de mecs avec des châles rouges et des kimonos noirs et blancs pour dire il y a quand même des mecs lambda derrière, voilà. Mais l'erreur qu'ils ont fait aussi qui se fait tuer par Goro et qui se fait aspirer son âme par Chen Sung, qui a un autre personnage qui a été créé a été sympathisant avec Johnny Cage avant de prendre le bateau, et puis finalement il se fait tuer, puis l'autre non. Voilà. Mais l'erreur qu'ils ont fait dans le 2, c'est qu'ils ont voulu trop faire du name dropping, du tiens allez on met Jax, on met lui, où ça devient un peu n'importe quoi. Tu veux qu'on parle tout de suite du écoute, parlons du 2, parlons de destruction finale. Donc comme tu disais, il y a beaucoup d'éléments où les développeurs d'ailleurs vont garder par la suite dans le jeu. On voit notamment donc Kano qui sa personnalité est réutilisée dans le jeu vidéo, notamment Chen Sung va même réinterpréter donc son rôle dans Mortal Kombat 11. Alors c'est vrai que forcément avec le succès culte du film,
il y a une suite qui est mise en place et qui sort en 97, Destruction Finale, qui elle est réalisée par le directeur de la photographie donc du premier film, John R. Leonetti. Retenez bien ce nom et retenez bien surtout qu'il est directeur de la photographie. Car ce film, c'est peut-être l'un des films les plus moches que j'ai vu de ma vie. Visuellement, c'est assez fou. Hein. C'est pas très beau, quoi. Tout est gris, noir. Ou alors ils sont dans le désert, mais c'est vraiment dans des caves, des gros. Il y a un teint bleuté, après c'est violet, après il y a une boule techno. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait. Destruction Finale, c'est pour ça que j'en parlais avec les bons souvenirs de Mortal Kombat, parce que finalement donc c'est une franchise qui est devenue culte, qui est encore grande encore à cette maintenant, qui a survécu à la fin de Midway, qui a toujours en fait été sous la main de Ed Boon, qui est toujours là derrière, notamment avec son studio Netherrealm, qui est maintenant associé avec Warner, qui s'est tout le temps renouvelé, qui fait même un jeu e-sport d'une certaine manière, ils font des tournois là-dessus, et c'est vrai qu'en fait il le dit lui-même, Ed Boon, Mortal Kombat Destruction Finale, c'est le pire moment de l'histoire de la franchise. Et il a dit cette interview, enfin ce moment-là, il l'a dit là, en 2012. 2012, oui. Donc c'est bien après la sortie du film en 97, qui bien évidemment a été détruit par la presse. Le succès commercial n'est en plus pas au rendez-vous cette fois-ci. Donc ça a été un moment très catastrophique pour la licence. Ça a été vraiment, ça a vraiment impacté la licence. Ça a impacté la licence, oui. Non, carrément. Mais en même temps, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on se dit, c'est si c'est fait avec sincérité ou pas. Ouais. Et là, tu sens que c'est pas fait avec sincérité. Non. Et que c'est plus, bon d'accord, on va rajouter du personnage pour rajouter du personnage, rajoutons des scènes d'action, on rigolait sur le fait qu'en fait, il y a un enchaînement de scènes d'action, enfin de combats en fait, dans le premier, mais le 2, c'est pire. Ah oui, c'est encore pire. Oui. Le scénario, c'est Cyrax, bagarre, Kitana, bagarre. Sonya Blade, bagarre, sous la boue. Bien sûr, parce qu'on aime bien jouer, on aime bien les femmes qui se battent devant nous, forcément. Tous les gens qui jouent aux jeux vidéo aiment ça. Mais non, mais t'as le fait qu'en plus, ils changent la moitié du casting, où ils décident... alors pour Fini Christophe Lambert, on a un mec qui se coupe les cheveux, nouvelle coupe et tout. Et ce qui est drôle, c'est que Christophe Lambert... quand on lui a proposé de faire le 2, a dit non, parce que je ne le sentais pas, j'ai un meilleur projet. Ça s'appelle Beowulf. Ok, d'accord. Donc, même lui a senti que le film était pourri, mais en plus c'était pour faire un autre film qui lui-même était pourri, encore plus pourri. Quoi. Et tu dis, ah ouais, d'accord. Mais peut-être qu'il s'est dit après, j'ai encore un meilleur projet après, c'est Hercule et Sherlock. Ça, je sens que ça va plaire aux fans. Il y a Richard Anconina en plus dedans, c'est parfait. C'est bon. Mais c'est triste parce que du coup tout le sel et puis la cohésion de groupe qu'il y avait dans le premier, tu ne la retrouves plus du tout dans le 2. De toute manière, tout le casting disparaît, c'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, l'acteur qui joue Johnny Cage, il meurt dès le départ, il est buté par Shao Kahn. L'actrice Bridget Wilson n'a pas rempilé. Il en reste plus qu'un qui s'est retrouvé tout seul parmi tous les autres, c'est Robin Shou qui s'est fait les mecs, vous êtes où? Moi je suis tout seul. Bon, je reste, mais putain, l'ambiance c'était cool, pourquoi vous êtes pas revenus, tu vois? Presque un peu eu cette impression pour ce pauvre Robin Shou, mais oui, donc en fait le pauvre il essaye de tenir le film de bout en bout, mais le problème c'est que le film en fait se sent en fait, ça c'est le gros problème aussi des grosses licences dans les années 90, c'est-à-dire quand on veut faire une suite bien meilleure, et en fait on sent que les acteurs en fait ils veulent jouer à fond la carte, on est sérieux. On fait un film à la fois dur, à la fois tendu et compagnie, alors qu'en fait non les gars, vous êtes dans une espèce de boule techno pour aller à l'autre côté de la Terre avec Raiden Kitana, qui a perdu ses pouvoirs. D'ailleurs l'histoire du 2 est absolument exceptionnelle, donc on est dans la suite du 1 où ils vont enfin affronter Shao Kahn, et là il y a Raiden qui leur dit non mais les gars, faut qu'on se prépare mieux, faut qu'on soit un peu plus fort. Donc en fait Johnny Cage meurt, Raiden perd ses pouvoirs. À la place, on a Jax qui a des bras de métal, et on a un Indien qui se transforme en loup. En loup, bien sûr. Qui est l'Indien dans le placard. Oui, qui est l'Indien dans le placard. Kitana arrive. Donc en fait, si on fait à peu près les comptes par rapport à ce qui se passe avant, l'équipe est encore moins forte qu'avant. Elle est amoindrie, Elle est totalement amoindrie. Donc en fait, le scénario tient absolument pas là-dessus. Tout ça pour qu'à la fin, il se transforme en espèce de dragon. Dégueulasse dragon, mix lion. Parce que ça, c'était. Ils voulaient relier ça par rapport à ce qu'avait fait la licence Mortal Kombat aussi, qui était pas dans la meilleure forme de leur vie. Je crois que c'était à partir du 3 où vous avez fait des espèces de morphing, de transformation, ou du 4 en termes de nouvelles fatalités, parce que forcément, le principe de Mortal Kombat, pour que ça avance, pour que ça continue, pour que ça marche, il fallait développer encore plus de fatalités, et là ils inventaient tout et n'importe quoi et ça marchait plus, quoi.
Et tu le ressens dans le film, hein. De toute façon, tu le vois, hein, ça se voit visuellement, comme tu disais. C'est un directeur de la photo qui réalise le film. Et c'est pas beau, quoi. C'est monstrueusement moche. Et c'est un film qui date de 97. Et les effets spéciaux, on a l'impression qu'en fait, ils ont régressé. C'est ça qui est absolument magnifique, quoi. C'est même limite, le Mortal Kombat 1, les effets spéciaux qu'il y a dans le Mortal Kombat 1 ont moins vieilli mais ils ont moins que ceux du Mortal Kombat 2, alors que ça s'est fait 2 ans plus tard. Je le dis tout de suite, ils ont moins vieilli, rien qu'avec le Goro en animatronique, qui marche bien. Il est très bien. Alors que dans le 2, on n'en a pas. Enfin, si on a une espèce de Goro femelle numéro 2 caché un peu nulle part. Avec 2 bras qui se fait écraser au bout de 5 secondes. Voilà, et puis le Minotaur qui ne fait rien. Le fameux Motaro, bien évidemment, qui fait rien du tout. Ben non, parce qu'il fait juste, on le montre juste. C'est pour qu'ils se battent à la fin. C'est ça le truc, c'est qu'il y a que du naming, il y a du name dropping partout, quoi. Ah ouais, non, en plus, si t'es fan du jeu, je vois pas trop là. Je pense même pas qu'il y a un plaisir à voir le film. Et si t'es pas fan du jeu, alors déjà que dans le premier, t'étais un peu perdu parce que tu comprenais pas à quoi ça servait ce qu'il faisait, mais alors là c'est encore pire, quoi. Il y a rien qui est fait pour t'aider. C'est Karim Debache qui avait fait une émission c'est vrai, où il parle justement de Mortal Kombat et qui dit que Mortal Kombat est un meilleur Final Fantasy que le film Final Fantasy, et où il explique que en fait mais c'est vrai qu'il a raison sur ça, où ils sont envoyés dans un coin, paf, il y a un combat aléatoire qui se lance et hop tu repars vers une autre, et c'est ça, c'est vraiment ça, c'est de l'aléatoire, tout est aléatoire. Non, puis il y a des petits détails qui rajoutent ce côté très nanardesque, hein, encore plus dans le 2, notamment Sonya Blade qui rebondit sur un caillou. Le caillou il est un peu en polystyrène, c'est pas grave, mais ça fait un côté presque Power Rangers en fait. On est presque sur du Super Sentai dans les années 60, 70 plutôt, très, très ridicule d'une certaine manière, où on a l'impression qu'en fait tout leur combat se déroule dans une espèce de mince, comment on appelle ça, là où il y a d'usine désaffectée, ou alors là où il y a les chantiers pour les graviers et tout le bordel. Exactement, c'est ça, quoi. Mais en parlant de Power Rangers, j'y pense là, il se trouve que dans le premier, il y a un des cascadeurs des Power Rangers qui, je crois qu'il fait les cascades avec quand il y a les combats avec Scorpion. Et c'est un des cascadeurs des Power Rangers qui travaille sur le film. Voilà, c'était juste quand j'ai entendu ça m'a fait rire. Une petite anecdote comme ça. Ça peut. Autre anecdote par rapport au jeu vidéo, là, Robin Shaw, il se trouve que le personnage qui fait Liu Kang dans le jeu vidéo, il est aussi chinois. Et à l'époque où ce monsieur tourne le Mortal Kombat, il croise Robin Shaw dans d'autres circonstances et il lui dit ça va, il dit je reviens des États-Unis, là je dois repartir, je dois faire un jeu vidéo. Et il lui dit bon, c'est quoi le jeu vidéo? C'est un truc où il nous filme en train de faire des combats et tout, mais bon, c'est pas très intéressant. Et il se trouve qu'après Robin Shaw vient à faire Liu Kang dans le film, ce qui est assez drôle. Il s'attendait pas à ce que ça soit ça, à ce qu'il fasse ça ensuite, quoi. Non, c'est vrai qu'en fait, d'ailleurs, la carrière de Robin Shaw, en fait, n'a pas particulièrement décollé, surtout après la destruction finale, le pauvre. C'est vrai que quasiment tous les personnages, en fait, ont quasiment disparu, hein, donc on est vraiment sur un film qui a absolument pas marché, qui a été un peu aussi un gros problème pour pas mal d'acteurs. Bon, James Remar a été celui qui remplace Lambert dans le rôle de Raiden. Bon, lui, il avait déjà une carrière déjà établie, notamment dans les séries B. Il avait notamment joué dans Les Guerriers de la Nuit de ce bon vieux Walter Hill. Mais c'est vrai qu'en fait tous les acteurs en plus dans Destruction Finale, en fait on est parti sur des niveaux de série télé, en fait. Et d'ailleurs la licence forcément n'a tellement pas marché au cinéma qu'ils se sont dit tiens, on va encore un peu bouffer un peu à tous les râteliers, on va passer à la télévision. Est arrivé Mortal Kombat Conquest tout de suite après, on est en 97 ou 98, je sais plus. On est sur une série de 22 épisodes et c'est absolument incroyable parce que là on est sur un mix entre les décors moches de Mortal Kombat Destruction Finale et un peu la réalisation à la Hercule ou à la Xena, hein, et le jeu aussi un peu d'une certaine manière, et c'est quand même très très drôle. J'ai toujours retenu cette série parce que on est sur la licence Mortal Kombat, au cinéma, donc le 1 et le 2. Il y avait ce côté aussi où on essaye d'être tout public. On essaye de montrer un truc où quand même les gentils gagnent à la fin. Il y a quand même un côté très family friendly, on va dire d'une certaine manière. Mortal Kombat Conquest, c'est dans ce style-là. Sauf qu'à la fin, en fait, Shao Kahn gagne, donc la Terre est condamnée et les méchants et les gentils meurent. C'est absolument incroyable. Moi, je trouve que cette fin est formidable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir. Le film te dit non, l'espoir n'existe pas. Cette série n'a jamais existé. Regarde la fin, et voilà. Ah bon, on n'a pas été renouvelé? Eh ben tiens. Allez, c'est presque ça, quoi. Donc, je trouve ça formidable, c'est incroyable, quoi. C'est un coup c'est drôle parce que c'est assez.
c'est assez couillu quoi, de se dire bon bah on va faire une fin où surtout à l'époque où vraiment c'était du happy ending à chaque fois, où les héros se dire de faire ça, c'est rigolo quoi. Non mais je trouve ça incroyable en fait, la façon dont en fait tu t'y attends pas, c'est-à-dire qu'en fait tu dis enfin il y a la confrontation finale et quasiment dès le dernier épisode en fait il balance tout, Sonya Blade il est mort, et en fait t'as le méchant il dit mort comme ça devant Liu Kang, ils sont tous morts comme ça, et puis bah lui il est la défaite. Voilà. Et la fin, elle arrive comme ça, en fait. Je trouve ça incroyable, quoi. C'est genre la série télé, non, on la renouvelle pas, on s'en fout. Hop, mets cette fin-là, et puis hop, c'est parti, quoi. À croire qu'ils ont fait 2 fins, une bonne ou une mauvaise. Et c'était en fonction de ce qui... Bon, on n'est pas renouvelé, bon, mais la mauvaise. Celle-là, c'est bon, on est tranquille comme ça. Je trouve ça incroyable. Alors, pour le coup, donc, Mortal Kombat, en fait, va revenir en 2021 au cinéma par l'objet d'un reboot réalisé par un réalisateur dont j'ai pas retenu le nom et je m'en fous totalement parce que je l'ai vu, il est très mauvais. Et en fait, tout le charme du premier qui était à côté, qui avait ce côté un petit peu grandiloquent de l'époque et compagnie. Là, ce qui est très drôle, c'est que Mortal Kombat, en fait, ils se sont dit, non, on va refaire la licence, on va ajouter le gore cette fois-ci, mais on le fait très premier degré. Et là, c'est le gros problème du film, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui va, quoi. Bah, c'est le problème avec ce genre d'histoire, c'est que le sérieux peut pas fonctionner, en fait. Et surtout de développer, en fait, cette espèce de personnage qu'ils ont créé pour le film, et qui n'existe pas dans les licences de jeux vidéo. Donc déjà, pour ma part, je trouve que c'est un peu une erreur, parce que là, il y a déjà tous les gros fans hardcore qui se mettent à dos le film. Et en plus, d'une certaine manière, même si on s'en fout un peu, qui crée un personnage ou pas, en tant que spectateur, en tant que simple jugeur de l'œuvre, mais surtout que le film en fait ne marche pas du tout dans tous les sens, car en fait on est sur une espèce d'accumulation un peu comme l'était Destruction Finale de combat, avec un espèce de filigrane derrière d'histoire et de personnages ultra sérieux, quoi. Et ça ne marche pas. La confrontation Sub-Zero Scorpion, en fait on se dit on s'en fiche, quoi. Donnez-moi du Christophe Lambert, s'il vous plaît. Tu veux pas, ça t'intéresse pas d'avoir des ninjas de Chine et des ninjas du Japon qui s'affrontent? Oui, c'est vrai qu'il y a ça, c'est les ninjas de Chine. Parce que Sub-Zero est pas un vrai ninja, c'est un ninja de Chine à la base, je crois, quelque chose comme ça. C'est un shinobi de Chine. Non, mais oui, mais c'est là. Mais le en fait, quiproquo absolu. Non, mais c'est là où tu vois que c'est le problème de ce type d'adaptation sur ce type de jeu vidéo, où tout est fait en plus, et ça a été fait exprès, où dans Street Fighter, on avait quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus, et on a voulu pallier à ça en faisant quelque chose d'un peu plus justement. Mais ça me permet de revenir sur le principe de base qu'en fait déjà faire une adaptation, c'est toujours très compliqué. Et faire une adaptation, il faut quand même le souligner, c'est-à-dire que on peut pas, que ça soit un jeu vidéo, que ça soit un bouquin, que ça soit une BD, que ça soit autre. Mais adapter quelque chose en fait au cinéma, donc c'est se réapproprier quelque chose. Donc en fait forcément, se réapproprier amène des sacrifices d'une certaine manière, mais il faut pas rendre la chose encore plus incohérente qu'elle ne l'est déjà. Donc c'est vrai que quand on prend une adaptation aussi incohérente, aussi débile, on va dire d'une certaine manière, en gros guillemets, Mortal Kombat, forcément on s'attend à un côté très décérébré d'une certaine manière. Alors repartir sur des galons très premier degré amène, je pense, aussi un gros problème aussi, peut-être générationnel aussi, pourquoi ce film n'a pas du tout marché, quoi. Et puis je trouve qu'à trop vouloir plaire à tout le monde, le problème c'est qu'après tu perds, parce que du coup tu plais à personne. Finalement tu plais à personne. Tu veux faire tel truc pour pas choquer les personnes et pour essayer de les amener. Tu veux en même temps pas non plus te mettre de côté les fans du truc. Mais c'est au final c'est très marrant de voir à travers les âges comment en fait le film de 95 a été facilement réhabilité en fait, et même fait pour beaucoup partie d'une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. Bon, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le souligner, donc voilà. Non, mais je suis d'accord, ouais. Non, c'est compliqué. C'est pas facile, les adaptations de jeux vidéo. Ah non. C'est pas simple. On reparlera peut-être. Alors, non. On va s'arrêter là-dessus tout de suite. Tu ne parles pas de Borderlands, je l'ai vu au cinéma, je veux plus en entendre parler. Il y aura Minecraft, ça sera bien. Merci Guillaume. De rien. On va s'arrêter là-dessus, donc merci Guillaume. Merci pour ta participation à l'émission. Merci Joris. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao tout le monde. Et Techno Syndrome, c'est parti. RCN, www.rcn-radio.org